Marc-Alphonse Forget, président de la Société d'archéologie et d'histoire du département de la Manche. Au nom de notre conseil d'administration, de nos présidentes et présidents de section, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle visioconférence. Nous allons, comme à l'habitude, donner quelques informations rapides sur la vie de la société. Vous allez recevoir normalement fin mai le fascicule 264 de la Revue de la Manche. Et je vous rappelle que la prochaine édition sera en fin d'année, normalement en novembre, un fascicule double, 265 et 266, qui reprendront les communications réalisées à Saint-Sauveur-le-Vicomte dans le cadre des rencontres départementales de l'histoire 2023. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas recevoir un fascicule en août. Il y a 15 jours, à Regnéville, nous avons tenu notre assemblée générale. Plus de 60 adhérents étaient présents. Et avec les pouvoirs reçus, cela a représenté de l'ordre de 120 votes. Comme à l'accoutumée, cette assemblée générale a été suivie d'une conférence. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Nicolas Abraham, qui nous a parlé de la guerre de 100 ans dans la Manche, et plus particulièrement de la présence des Navarrais dans le Cotentin pendant la première partie de la guerre, la place tenue par Regnéville, le vuinement du Cotentin avec ses conséquences démographiques et économiques, et puis l'occupation anglaise vue sous le prisme de l'historiographie du XIXe et du XXe siècle. Cette conférence a été très appréciée puisque plus de 130 personnes y ont assisté, et ce bel après-midi s'est terminé autour d'un verre de l'amitié. Je rappelle que les 14 juin après-midi et 15 juin, à l'auditorium des archives départementales à Saint-Lô, dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement, nous organisons des journées mémorielles commémoratives. 15 communications et conférences vous seront proposées autour du thème « Le quotidien des Manchois et des Manchoises sous l'occupation et à la libération » et plusieurs témoins qui ont vécu ces événements seront présents et nous feront part de leurs témoignages. Concernant le nouvel ouvrage de Rodolphe de Mons dans la collection Études et Documents, Les Normands, dont les gens du Grand Bailliage de Cotentin à la croisade de Nicopolis, les choses avancent bien, l'ouvrage devrait pouvoir sortir fin mai et nous étudions la possibilité d'une présentation de l'ouvrage au château de Carentilly, comme nous l'avions fait l'an dernier pour l'Aigle de Gueule. En parallèle, nous travaillons à la publication de l'ouvrage de Jean Barros, l'histoire de la station balnéaire de Barneville-Carteret. Là aussi, l'objectif, c'est une sortie de l'ouvrage fin mai, début juin, et en lien avec la ville de Barneville-Carteret, une présentation de l'ouvrage pourrait être envisagée fin juin, en présence de l'auteur. En lien avec les archives départementales Maison de l'Histoire et notre section de Granville, nous avançons sur la préparation des rencontres départementales de l'Histoire 2024. Gens de la mer à terre, armateurs, capitaines, marins, habitat et mode de vie. La manifestation se déroulera à Granville les 15 et 16 novembre, salle de RL. Vous recevrez le programme et le bulletin d'inscription début juin. Et comme à Saint-Sauveur-le-Vicomte, pour cultiver la dimension conviviale très appréciée, nous aurons des possibilités de restauration et d'hébergement sur place.
Enfin, le 28 mars, nous avons organisé notre première sortie commune en partenariat avec l'ABOPA 50 à Port-Bail, Saint-Nicolas de Pierrepont, au Manoir de la Cour et à Saint-Sauveur de Pierrepont. Pour une première, ce fut un beau succès, malgré une météo peu clémente, puisque 43 personnes se sont retrouvées pour cette visite. Et le midi, nous avons été une trentaine à déjeuner au restaurant Le Commerce à la Haie-du-Puy. La prochaine sortie commune aura lieu le 15 mai à Villedieu-les-Poêles, sur les traces de l'Ordre de Malte et sur l'activité du cuivre. Vous recevrez très prochainement les informations. Alors aujourd'hui, je ne vais pas passer le relais à un conférencier, puisque c'est moi qui vais m'y coller. Le thème que nous avons retenu, c'est l'aventure de la presse coutançaise au XIXe siècle et comment cette aventure est le reflet de l'évolution tourmentée de la liberté d'expression. La démarche que je vous propose est la suivante. Nous commencerons par remettre les choses en perspective en rappelant quelle fut la naissance de la presse, le cadre réglementaire de la Révolution à la Restauration, les précurseurs dans la Manche et à Coutances, et puis les deux journaux qui vont vraiment compter sur Coutances, le journal de Coutances et secondairement la feuille coutançaise. Et puis, nous verrons l'éclosion des journaux coutançais entre 1870 et 1899, et notamment avec la loi de 1881, qui va favoriser la liberté d'expression dans la plaine, et nous tirerons ensemble quelques conclusions. Donc, tout d'abord, la naissance de la presse. La première revue française, on ne peut pas parler de journal, s'appelait Le Mercure François, et elle a été publiée de 1611 à 1648, et elle aura de suite Le Mercure Galant en 1672, et Le Mercure de France qui sera publié, vous le voyez, de 1724 à 1965. Vous avez à l'écran une vue de ces revues. Alors, pour ces revues, comme pour les journaux dont nous parlerons, il ne faut pas se représenter des journaux selon nos formats actuels. À l'époque, nous avions des formats qui correspondaient grosso modo à une demi-feuille 21-29-7, ce qu'on appelait un format in octavo, parce que dans une grande feuille, on pouvait avoir 8 feuilles. Le vrai premier journal français, c'est la Gazette, qui s'appellera ensuite la Gazette de France, à partir de 1762. Et ce journal, la Gazette, sera publié par Théophraste Renaudot, avec l'appui du cardinal de Richelieu, et la publication commencera en 1631, et elle se poursuivra là aussi assez tardivement, puisque ce sera publié jusqu'en 1915. Le premier quotidien, parce que les journaux comme la Gazette de France ne paraissaient pas de façon quotidienne, toutes les semaines, tous les 15 jours, parfois tous les mois. Et le premier quotidien, c'est le Journal de Paris, qui va exister de 1777 à 1841. Ce journal sera fondé par Antoine Alexis Cadet de Vaux, Jean Romilly, Olivier de Corancès et Louis Ducieux. Et il va s'inspirer d'un journal anglais qui était le London Evening Post. Vous avez à l'écran une vue de ce journal. Et puis nous aurons un premier journal qu'on peut qualifier d'opposition, qui s'appelle les Nouvelles ecclésiastiques, qui va
être édité entre 1728 et 1803. C'est un journal d'inspiration janséniste, mais il accueillera en fait dans ses colonnes toutes sortes d'opposants au régime royal. Il est fondé par l'abbé Alexis de Zessart et il sera notamment distribué de façon importante, sous le manteau bien sûr, à Paris et dans quelques grandes villes comme Lyon ou Marseille ou Bordeaux. Le premier journal bas-normand, lui, va apparaître en 1786 et ce journal bas-normand deviendra les affiches, annonces et avis divers du Calvados. Il est fondé par un nommé François Lepelletier qui assurait en même temps les fonctions de censeur, puisque sous l'Ancien Régime, il y a l'application d'une censure, tant par rapport à l'égard de la presse que par rapport aux ouvrages qui sont édités. Donc ça, c'est le premier journal bas-normand, 3 ans avant la Révolution. Nous allons voir avec la Révolution le cadre réglementaire qui va se mettre en place et qui va durer jusqu'à la Restauration. Alors, la Révolution va introduire une rupture très forte avec l'Ancien Régime, puisque la liberté de la presse est un des acquis les plus essentiels. On le retrouve dans des textes, je l'ai noté ici à l'écran, on a désormais le droit de tout dire et de tout écrire. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voté le 26 août 1789, nous dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Donc ça, c'est une rupture considérable par rapport aux pratiques de l'Ancien Régime. Cet article sera confirmé en 1791, dans la Constitution de 1791, où on nous dit que la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication. Alors ces dispositions qui apparaissent avec la Révolution vont avoir un effet, c'est un véritable foisonnement de la presse au moment de la Révolution. En 1789, à Paris, donc quand on dit 1789, c'est en fait à partir de juillet 1789, il y a 194 titres nouveaux qui sont publiés. Entre 1789 et fin 1792, c'est près de 1000 titres qui seront publiés à Paris. Alors, encore une fois, ces journaux ont un petit format, et quand on parle d'un journal, ça peut être simplement une feuille recto-verso, ou deux feuilles. Il ne faut pas imaginer qu'à chaque fois, on a des journaux avec 5, 10 pages, 15 pages. Et en Basse-Normandie, pendant cette période révolutionnaire, jusqu'à fin 92, on aura environ 20 titres. Donc on est bien en retrait par rapport à ce qui se passe à Paris. Le premier journal qui va apparaître à la Révolution, c'est Le Patriote François. C'est un journal de Jean-Pierre Brissot. Vous avez là une vue à l'écran. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette liberté de la presse, qui va donc apparaître en juillet 1789, va être une liberté de courte durée. En effet, le 10 août 1792, la chute du roi entraîne une proscription de la presse modérée et de la presse royaliste.
Et il y a des décrets qui sont pris les 29 et 31 mars 1793 qui disent « Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sera traduit au tribunal extraordinaire, et voyez, on ne blague pas, et puni de mort. » La mise en place donc du gouvernement révolutionnaire et de la terreur entraîne une censure de l'opinion et bien sûr, par voie de conséquence, une censure de la presse. Vous voyez, on aura eu une période très courte, juillet 1789 à grosso modo août 1792. Fin 1794, on a ce qu'on appelle la réaction thermidorienne contre la terreur, et cette réaction thermidorienne va entraîner un retour à une liberté de la presse. Le coup d'État du 18 Fructidor en 5, c'est-à-dire 4 septembre 1797, supprime à nouveau la liberté de la presse. Il y a des lois qui sont prises dans ce sens, les 19 et 22 Fructidor. Et en Basse-Normandie, il y a environ 40 journaux qui sont supprimés. Seul va subsister en juin 1799 un journal qui s'appelle la Gazette du Calvados. Et nous aurons les lois de Vendémiaire en 6, donc 1798, qui font obligation aux journaux d'être imprimés sur du papier timbré. Alors ça, c'est quelque chose qui va durer, s'annuler à certains moments. Le papier timbré, ça veut dire que les imprimeurs doivent acquitter un droit de timbre, et ce droit de timbre va donc augmenter le coût, va donc limiter la diffusion de la presse. Et ce qui est important, c'est qu'il s'acquitte non pas sur les exemplaires qui sont vendus, mais il s'acquitte sur les exemplaires qui sont imprimés. C'est-à-dire que si j'imprime 1000 exemplaires, mais que je n'en vends que 500, je devrais acquitter ce droit de timbre sur les 1000 exemplaires. Ce sont là des mesures qu'on retrouvera au long du XIXe siècle, et c'est un levier économique qui sera mis en œuvre par différents pouvoirs pour rendre difficile l'édition des journaux. Et Bonaparte et Napoléon, quand il devient Napoléon, vont mettre la presse au pas et surtout vont l'utiliser comme un moyen de propagande. Il y a une loi de Nivôse en 8, janvier 1800, qui rétablit le principe de l'autorisation préalable supprimé en 1789 pour toute nouvelle feuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la liberté de dire « je vais créer un journal ». Il faut d'abord obtenir l'autorisation du pouvoir politique pour pouvoir se lancer. C'est là encore un moyen de limiter la production de presse. Alors, en 1804, le Code civil va faire obligation de publier toute une série d'actes de justice sous peine de nullité. C'est ce qui correspond à ce que nous appelons aujourd'hui nos annonces légales. Et ça, sur le plan économique, ça va être important parce que comme ces journaux ne peuvent pas parler de politique, on va le revoir, ils vont essentiellement publier des annonces. Et si on divorce, si on achète un bien, etc., eh bien, il faut publier dans la presse l'acte qui accompagne cet achat, ce divorce. Et ça, c'est donc une ressource pour les journaux. C'est quelque chose qui va permettre aux journaux de générer des recettes. Et en 1807, on a une circulaire du ministre de la Police qui interdit aux journaux de publier des articles politiques, sauf ceux qui sont recopiés dans le Moniteur.
Alors le Moniteur, qu'est-ce que c'est? C'est un journal qu'on peut considérer sous Napoléon comme le journal officiel du régime. Donc tout ce qui est publié dans ce Moniteur, ça va bien sûr dans le sens du régime. Et là, les autres journaux peuvent venir, en quelque sorte, faire leur marché dans ce journal, parce que on sait très bien que les articles qui seront pris dans le Moniteur vont dans le sens du régime. Et en février 1810, on a une loi qui va obliger au dépôt, quand on sort un journal, de 5 exemplaires en préfecture pour que les autorités préfectorales puissent contrôler ce qui est édité. Et les 3 août et 14 décembre 1810, il y a des lois qui vont dire qu'il n'y aura par département qu'un seul journal politique. Et ce journal, comme on l'a vu, doit faire pour l'essentiel son marché dans le Moniteur. Et ce journal politique n'aura pas le droit, lui, d'accueillir des annonces. Donc, c'est un moyen de réduire les recettes si des journaux politiques étaient tentés de se mettre en contre des opinions gouvernementales. Alors, sous la Restauration, donc on est à partir de 1815, elle va maintenir le droit de timbre. Elle maintient l'autorisation préalable et elle va ajouter les délits de presse qui sont confiés aux tribunaux correctionnels. Alors, on le reverra en avançant. Tout au long du XIXe siècle, il va y avoir une sorte d'aller-retour où, à certains moments, ce sont les tribunaux correctionnels qui sont chargés de juger les délits de presse et à d'autres moments, ce sont des jurys populaires. Quand ce sont les tribunaux correctionnels, ce sont des magistrats qui sont au service du pouvoir et qui seront donc plus sévères que lorsque ce sont des jurys populaires. Lorsque ce sont des jurys populaires qui jugent les délits de presse, assez souvent, il y a une certaine tolérance par rapport à ces délits. Et en 1819, la loi Serre va instaurer le cautionnement pour les journaux décidant de traiter de matière politique. Donc, si on veut parler politique, eh bien, il faut faire un dépôt de cautionnement, ce qui, encore une fois, réduit les possibilités d'expression. Et en 1820, il y a la restauration de la censure préalable, qui sera supprimée par Martignac en 1829, mais qui sera rétablie par Polignac en 1830. Et en 1822, le délit de presse s'étend à ce qu'on appellera le mauvais esprit. Vous imaginez bien comment on va pouvoir interpréter au niveau notamment des tribunaux cette notion de mauvais esprit. Alors, regardons maintenant quels sont les précurseurs dans la Manche et à Coutances. On a à Coutances, et dans le département de la Manche, un éphémère premier journal entre juin et juillet 1790, donc au moment de la Révolution, qui va s'appeler l'Argus. Et il est créé, ce journal, par un monsieur qui s'appelle Pierre-Charles-François Mitois. Vous avez à l'écran ce à quoi ressemble ce journal, dont on a retrouvé, je crois, 4 ou 5 exemplaires. Alors, ce journal va être imprimé chez Joubert. Joubert, on y reviendra, c'est un des 2 imprimeurs importants de Coutances. Il y a aussi un journal qui s'appelait le Journal du département de la Manche, qui fait suite donc à l'Argus. Il aurait peut-être paru jusqu'en 1790 ou 1793. La BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, signale un possible numéro daté de janvier 1793, mais on n'a donc vraiment pas de matière par rapport à ces journaux.
Sous la Révolution, dans la Manche, on a seulement 3 titres. Les entretiens patriotiques dédiés aux habitants des campagnes. Vous voyez, c'est noté ici, je vais... Voilà. Édité à Cherbourg. On a donc notre Argus, dont on a parlé, peut-être 2, 3, 4 numéros, on ne sait pas très bien. Et puis, on a le journal des mœurs républicaines qui est imprimé à Coutances, créé en 1794, mais on n'a pas là non plus beaucoup de matière sur ces titres. Sous le Premier Empire, dans la Manche, on n'a qu'un seul journal politique. Et quand on dit journal politique, encore une fois, ça reprend la parole qui est dictée par le moniteur ou par les autorités politiques en place. C'est le journal du département de la Manche qui est dirigé par Lambert, imprimé par Marais à Saint-Lô, et dont on a retrouvé qu'il avait environ 681 abonnés. À l'époque, si vous voulez, on n'a pas les maisons de la presse, les points de vente que nous avons aujourd'hui. Donc, ce sont généralement des imprimeurs qui éditent ces journaux. Ces imprimeurs ont souvent une librairie. Et pour se garantir des recettes, ils essaient de les vendre par abonnement. Et en 1814, ce journal va prendre le titre de Journal politique et administratif de la Manche. Sous le Premier Empire, on a seulement 3 journaux dans la Manche, le Journal des tribunaux et petites affiches de l'arrondissement de Valognes, le Journal du département de la Manche dont nous avons parlé, et une feuille d'affiches, annonces et avis de la Manche. Alors si on en vient à Coutances, depuis l'Argus, dont nous avons dit un mot, donc c'est pas trop, 1790, 1793, eh bien, entre 1790 ou 1793 et 1816, il n'y a aucun journal politique, notamment entre 1817 et 1830 dans la Manche. Alors, les journaux qui vont compter à Coutances, et celui qui va compter le plus, c'est le Journal de Coutances et, secondairement, la Feuille coutançaise. J'ai fait ici un synoptique des journaux coutançais au XIXe siècle. On a donc ici l'Argus dont nous avons parlé, autour de 1790, peut-être 1793. Et puis en 1816, et nous allons y revenir, un journal qui va s'appeler Feuille d'affiches, annonces, etc., qui deviendra, en 1835, donc près de 20 ans après, le journal de Coutances. Et ce journal va être publié jusqu'en 1944. Donc vous voyez, il va avoir une durée de vie longue. Toujours à Coutances, en 1835, on a un journal concurrent qui va apparaître, qui va s'appeler le Journal d'annonces, avis divers, etc., qui deviendra en 1841, donc 6 ans après, la Feuille coutançaise, et qui s'arrêtera de publier, lui, en 1849. Alors, la raison de cette durée de vie relativement courte, c'est que le journal d'annonces ou Feuille coutançaise n'a jamais réussi à attirer la manne des annonces. La manne des annonces, donc des recettes, c'est toujours concentré sur le journal de Coutances. Et puis, à partir de la Troisième République, on va avoir différents journaux dont la durée de vie sera souvent assez courte. Entre 1870 et 1873, l'Indépendant de la Manche, 1872-75 la Manche, 1877-80 Moniteur de la Manche,
1883-1893, le Républicain, 1888 jusqu'à 1905, le Petit Manchot, 1894, l'Union républicaine, 1894-1899, l'Écho coutançais, 1896 jusqu'à 1919, la Croix de Coutances et de Saint-Lô. C'est donc, vous savez qu'il y a le journal La Croix au niveau national, et là c'était une version, on va dire, locale. 1894, Coutainville-Plage, Petit Coutançais, jusqu'en 1898. Et puis de 1898 à 1941, donc ça va durer là assez longtemps, l'avenir du Coutançais et de l'arrondissement. La diapo suivante, je ne vais pas m'y arrêter parce qu'on y reviendra, elle n'est pas très lisible, ce sont les imprimeurs qui sont concernés à Coutances par l'édition de ces journaux, mais on va les reprendre. À Coutances, en 1897, on va compter 4 imprimeurs. L'imprimerie Dérault, l'imprimerie Garland, l'imprimerie Maurice et l'imprimerie Le Tréguilly, auquel va s'ajouter en 1903 l'imprimerie Notre-Dame, qui est devenue depuis l'OCEP. Et plus tard s'ajoutera une autre imprimerie, l'imprimerie Lefrançois. Et le 2 septembre 1914, Joseph Bellé, éditeur rue Saint-Jean à Caen, achète l'imprimerie et la librairie Dérault, situées 14 rue Tancrède et 13 rue du Pertuis, Thouars, avec la propriété du journal de Coutances et d'une publication qui continue à exister, l'Almanach de la Manche. Donc, à Coutances, la presse va renaître de ses cendres à partir de 1816. Le titre que vous avez, feuille d'affiche, annonce et avis divers de l'arrondissement de Coutances, c'est un titre qu'on va retrouver, adapté à différents lieux dans beaucoup de cas. Beaucoup de ces journaux vont s'appeler feuille d'affiche, annonce et avis divers. Là, vous avez à l'écran le numéro 57 daté du 25 août 1817. Ça paraissait toutes les semaines. On peut donc penser que le numéro 1, que nous n'avons pas retrouvé dans nos recherches, a dû paraître vers le mois de mai ou le mois de juin 1816. Donc, premier numéro, mai-juin 1816, et on a une autorisation, parce que rappelez-vous, il faut une autorisation pour publier, en date du 16 mai 1816. Et ce journal est imprimé par l'imprimeur JV Voisin, imprimeur et libraire à Coutances, et cet imprimeur avait notamment comme clientèle la municipalité de Coutances. Ce journal sortait donc généralement le dimanche. On avait un format que j'ai qualifié tout à l'heure in octavo, donc grosso modo une demi-feuille 21-29-7. Et selon les numéros, vous voyez, c'est extrêmement variable. On avait des numéros avec seulement 2 pages et des numéros qui pouvaient aller jusqu'à 15 pages. La moyenne, elle est autour de 4 ou 5 pages. Et il est intéressant de noter que les avoués et les notaires de Coutances ont soutenu la démarche d'autorisation de JV. Alors J, c'est Jean de mémoire, et V, il s'appelait Vercingétorix. Et ils ont adressé une supplique au préfet de la Manche en 1816. La feuille d'annonce que le sieur Voisin demande l'autorisation de publier sera très utile en général et presque indispensable pour nous, qui, par la nature de nos fonctions, sommes journellement obligés d'envoyer des articles à Saint-Lô pour être insérés au journal. Cet envoi est d'autant plus dispendieux que la poste ne part et n'arrive à Coutances que 3 fois par semaine, ce qui nous force à envoyer souvent un express. Rappelez-vous, depuis 1804, les annonces légales doivent être publiées dans la presse.
Comme il n'y avait pas de journaux à l'époque à Coutances, eh bien, c'était envoyé dans le journal de Saint-Lô. Et donc les notaires, les avoués qui sont producteurs de ces annonces légales disent si on avait un journal à Coutances, ce serait infiniment plus pratique. Donc ils soutiennent la démarche de Jean Vercingétorix Voisin. Quand on regarde les principaux types d'annonces qui sont publiées dans le journal, j'en ai identifié 16 à l'époque. Vous avez les jugements de séparation, les ventes par autorité de justice, les ventes par expropriation forcée, les ventes par ordonnance de justice, les saisies notamment d'immeubles, les ventes après décès, les ventes volontaires diverses. Il y a 81 jugements d'interdiction, 82 jurisprudences commerciales, 83 purgations d'hypothèques, les ventes par licitation, par adjudication, les annonces publicitaires commerciales, les appels d'offres, le cours des effets publics, les publications diverses du sous-préfet, du discours du roi, etc., des offres d'emploi et des réclames. On ne parle pas à l'époque de publicité, on parle de réclames. Alors, en 1821, donc 5 ans après le lancement de ce journal, on voit qu'il y a des petites... On reste toujours avec un format in octavo, mais le bandeau a évolué un petit peu. Il y a également de nouvelles rubriques qui apparaissent, les arrêts de la Cour de cassation, la conservation des hypothèques, la Bourse de Paris, les tendances de prix de produits divers dans les ports, les cours des produits et matières, les prix moyens de l'hectolitre de grain à Coutances, l'état civil, les énigmes, logogryphes, charades, donc une dimension ludique, une rubrique avis qui peut regrouper des annonces commerciales et des informations diverses. Et sur le bandeau, on ne le voit pas bien dans ce que je vous ai présenté, mais il y a l'indication de la croissance ou de la décroissance des jours, l'heure du lever du soleil, les quartiers de lune, l'heure des arrivées des courriers de Paris ou de Bretagne, et puis les avis, annonces commerciales qui paraissent souvent de numéros de suite. C'est peut-être une promotion qui a été faite par l'imprimeur en disant si vous paraissez 2 semaines de suite, la deuxième annonce peut-être est avec 50% de moins. Alors comment les événements de 1830, la révolution de 1830, va-t-elle faire bouger les choses ? Il n'y a pas d'article, on ne parle pas politique, donc on ne fait pas référence dans le journal officiellement à la révolution de 1830, mais il va y avoir des symboles. On va voir qu'on va supprimer là, ce qui est la couronne royale, qu'on va mettre ici là, le coq. Et puis, dans les numéro qui était antérieur à la Révolution de 1830, Voisin disait « Je suis imprimeur de son Altesse royale, Monseigneur le Dauphin ». Après la Révolution de 1830, ça disparaît et il met tout simplement l'éditeur propriétaire JV Voisin, imprimerie de JV Voisin. Donc vous voyez, on ne parle pas explicitement des événements de 1830, mais ils ont des impacts sur un certain nombre d'éléments concernant le contenu du journal. Alors, dans un premier temps, la monarchie de Juillet, qu'on a parfois la révolution de 1830, on a parfois dit que c'était la révolution des journalistes, parce qu'il y avait une censure très forte avec la Restauration. Et donc, comme les journalistes vont aider à cette révolution de 1830, dans un premier temps, le pouvoir royal va assouplir les règles. La charte de 1830 reconnaît à tout Français, et là on revient aux fondamentaux de la Révolution, le droit de publier et de faire imprimer ses opinions en se conformant à la loi.
La censure est abolie, l'autorisation préalable est supprimée, le montant du cautionnement n'est pas annulé mais il est abaissé, et les délits de presse, j'y ai fait référence tout à l'heure, ne sont plus jugés par des tribunaux correctionnels plus sévères, mais par des cours d'assises, c'est-à-dire par des citoyens qui généralement sont plus souples par rapport aux délits reprochés. Mais cette bouffée d'oxygène va être de relative courte durée. En effet, suite à l'attentat de Fieschi, en 1835, on a une loi, le 9 septembre, qui va rétablir la censure pour les dessins et les caricatures, qui va augmenter le montant du cautionnement, qui étend la liste des délits de presse, qui accélère les procédures. Et cependant, pendant cette période, il va y avoir un développement de la presse, près de 350 titres en France à la veille de la Révolution de 1848. Dans la Manche, nous avons 11 titres, dont 2 titres politiques, le Phare de la Manche et le Journal de Cherbourg. Et en 1835, rappelez-vous, cette feuille a été créée en 1816 et elle n'a pas de concurrence à Coutances. Et en 1835, un journal concurrent va apparaître, journal qui va s'appeler Journal d'annonces commerciales, civiles, administratives et judiciaires pour l'arrondissement de Coutances. Alors, les gens qui dirigent le journal de Coutances ont toujours eu un bon sens commercial. Et dès la sortie de cette feuille concurrente, eh bien, il va y avoir une riposte. Et notamment cette riposte, à partir du mois de mai 1835, on va travailler sur une mise en page qui est plus attractive, pour rendre le journal donc plus appétant pour les lecteurs. À partir de 1835, on va avoir sur ce journal des nouvelles armoiries. On l'a vu avec le coq de la Garde nationale. Le format va progressivement s'agrandir, donc on va passer progressivement d'un format in octavo à quelque chose qui va être de l'ordre de 21 à 29,7. Et on présente sur 2 et 3 colonnes pour les annonces et les réclames. Et sur la première page, il y a apparition de la rubrique « Nouvelles locales ». Par exemple, on y trouve les mouvements du port de Regnéville. Et puis l'apparition d'une rubrique « Nouvelles diverses ». Donc, la riposte à la concurrence, vous voyez, on passe à une mise en page qui est de 3 colonnes, notamment pour les annonces, donc un journal qui va être plus attractif. Et puis en 1835, donc on va changer le titre. Rappelez-vous, au début, c'était la feuille d'annonce d'avis divers. Eh bien, à partir de 1835, on va dénommer ce journal le Journal de Coutances. Et vous avez là le numéro de mai 37 avec ce nouveau titre et vous voyez une mise en page qui est sur 3 colonnes et on a gardé en dessous quand même la notion feuille d'affiche, annonce et avis divers. Et Jean Vercingétorix voisin, qui est un bon commercial, va publier un avis où il dit « L'éditeur de cette feuille, créée depuis 19 ans, donc 1816, a l'honneur de prévenir le public que, désirant qu'elle ne soit pas confondue avec aucune autre, donc la feuille qui a été créée en concurrence, vient d'en changer le format et qu'à l'avenir, elle paraîtra tous les mardis. Le prix de l'abonnement n'en sera point augmenté, il reste à 9 francs par an.
Le nouveau format de cette feuille lui permettant de l'étendre davantage, il y insérera toutes les nouvelles qui peuvent intéresser l'arrondissement et le département. La politique seule en est exclue. Donc vous voyez, on reste toujours avec des journaux qui ne vont pas toucher à la dimension politique. Le désir de rendre cette feuille de plus en plus importante a engagé l'éditeur à en tirer un grand nombre d'exemplaires et à en adresser à des personnes qui n'y étaient point abonnées. Il les prie de s'y abonner si elles veulent continuer à la recevoir. Donc il fait un marketing direct, vous voyez, il va envoyer gratuitement un certain nombre d'exemplaires de cette nouvelle feuille en espérant qu'un certain nombre de personnes s'y abonnent. En 1837 également, le journal de Coutances va intégrer une nouvelle rubrique sur les informations concernant le diocèse de Coutances. Donc là, je ne détaille pas un certain nombre d'informations sur ce qui s'y passe. On voit également qu'à partir de 1837, il y a des évolutions dans la mise en page des annonces. Vous voyez que jusqu'à présent, les annonces étaient souvent simplement écrites en lignage. Et là, on commence à avoir des encadrés. Et un peu plus tard, on trouvera même des illustrations. Donc, il y a ce souci de rendre le journal plus attractif. Et en 1838, il y a un associé qui va rejoindre Jean Vercingétorix voisin, c'est Jean-Baptiste Dérault, qui devient donc associé au journal de Coutances. Le concurrent, donc, qui s'est lancé en 1835, va changer aussi son titre. Du journal d'annonces commerciales, il va passer à la feuille coutançaise en 1841. Donc vous avez là à l'écran à quoi ça ressemble. Concernant le journal de Coutances, on voit encore une légère évolution de la première page en 1842. Et en octobre 1842, une évolution importante, vous voyez, du bandeau de la première page, et il y a la disparition du blason. Et en 1845, donc Dérault, qui est devenu associé de Voisin, devient gérant du journal de Coutances. Et on va encore, là, en 1945, faire évoluer le titre dans sa mise en page. On le fait un petit peu plus haut. Et en décembre 1945, le nom de Voisin, qui était donc le fondateur imprimeur, va disparaître et c'est remplacé par Coutances Typographie de Dérault et compagnie. Mais il n'y a pas de changement dans le contenu du journal. On garde, si vous voulez, la même ligne. Et puis, en 1946, il y a un associé qui va apparaître, c'est Vérel, on a la mention, donc Vérel et Dérault, éditeur propriétaire, et Coutances Typographie de Vérel et Dérault. À nouveau, une petite évolution du bandeau en 1848, et on a notamment des rubriques sur les nouvelles locales du département, les nouvelles diverses hors département, ce qui deviendra plus tard les nouvelles effets divers. Alors, quel va être l'impact des événements de 1848 ? Comme presque toujours, quand il y a un changement de régime, dans un premier temps, c'est un vent de liberté qui va souffler, et on a des décrets de mars 4 et 6 mars 1948 qui suppriment le droit de timbre, qui confirment les jurys populaires comme seuls juges des délits de presse. On n'élimine pas le cautionnement, mais en pratique, on ne le réclame plus.
Et dans un deuxième temps, et ça va être rapide, là vous voyez on était au mois de mars, dès le mois d'août 1948, suite aux émeutes du mois de juin, on va resserrer la vis. La législation sur les délits de presse est aggravée, le cautionnement est remis en vigueur pour les journaux traitant de politique, et ça va entraîner de nombreuses disparitions de journaux. Et là, je l'ai noté, après les élections législatives d'avril 1849, encore un nouveau tour de vis, extension des délits de presse, rétablissement du droit de timbre, obligation de publier sous peine de sanction les renseignements ou rectifications qui sont adressées par les pouvoirs publics. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un article ne plaît pas au pouvoir politique en place, aux censeurs qui sont chargés de surveiller la presse, eh bien ces censeurs font un correctif et le journal est obligé de publier ce correctif. Et ça va entraîner la disparition de nombreux journaux. Pour les élections législatives de 1849, le journal de Coutances soutient ce qu'on appelait le Parti de l'ordre. Vous voyez, vous avez là un article de l'ordre et du désordre. Donc là, on se met dans les pas du pouvoir politique et on invite les lecteurs à voter pour le Parti de l'ordre. Et le journal concurrent, la Feuille coutançaise, eh bien, va arrêter sa publication en 1849. La raison, je crois que je l'ai déjà évoquée, c'est que cette feuille n'a jamais réussi à attirer de façon significative un budget d'annonces, que ce soit des annonces légales ou que ce soit des annonces commerciales, suffisamment important pour pouvoir générer des recettes qui lui auraient permis de continuer à exister. Si on revient à notre journal de Coutances, on a la rubrique Nouvelles locales du département qui va devenir Nouvelles du département et de la Normandie. Vous voyez, vous l'avez ici, là. Et en 1850, Dérault va se retrouver seul aux commandes. Son associé Vérel, dont on avait parlé tout à l'heure, n'apparaît plus. Et vous voyez, là, on a l'éditeur propriétaire Dérault, Coutances Typographie Dérault. Alors, pendant le Second Empire, il y a une presse qui est très contrôlée, mais paradoxalement qui va se développer. On a moins de titres, moins de journaux, mais on a plus de lecteurs. Pour le journal de Coutances, les chiffres que nous avons pu estimer nous indiquent qu'en 1840, nous avions de l'ordre de 250 abonnés. Et voyez, 20 ans plus tard, en 1861, on a de l'ordre de 1500 abonnés. Donc il y a vraiment un saut important et ce phénomène va se retrouver pour de nombreux titres. Sous le Second Empire, on va rétablir l'autorisation préalable, le cautionnement va être augmenté et on va repasser pour juger les délits de presse aux tribunaux correctionnels. Et on va établir quelque chose qui s'appelle le système des avertissements administratifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un article ne plaît pas aux censeurs, entre guillemets, eh bien, ils adressent un avis en disant « Attention, ce type d'article ne convient pas pour telle ou telle raison, ne vous avisez pas de republier quelque chose dans ce genre, sinon vous aurez des sanctions. » Et puis, quand on estime que ce qui a été publié ne convient pas dans la ligne politique, eh bien, on fait des communiqués officiels qui rétablissent ce qu'on peut appeler la vérité officielle. Et alors, une chose qui est extrêmement importante, c'est un levier qui ne sera pas utilisé dans la Manche, mais qui sera utilisé dans le Calvados, c'est que les préfets peuvent, quand des journaux ne sont pas dans la ligne
qui est souhaité, peuvent leur interdire de publier des annonces. C'est-à-dire qu'en fait, ils les privent de ressources très importantes. Donc, les préfets peuvent répartir à leur guise les annonces judiciaires et légales. En 1854, on a des changements importants. La vocation informative se précise. La dimension politique apparaît, mais toujours en restant dans le pas du pouvoir. Et il y a également une évolution du format en 1853 et une évolution également du sous-titre à partir de juillet 1953. Donc, à partir de 1854, on a une évolution des rubriques. Apparaissent des rubriques comme la Bourse de Paris, les informations intérieures, les informations extérieures, des feuilletons également, des nouvelles de Normandie, nouvelles des tribunaux, nouvelles judiciaires, les informations concernant le diocèse de Coutances, nouvelles et faits divers, dernières nouvelles, annonces judiciaires légales, avis divers, état civil, et on a également des informations économiques comme par exemple le prix de l'hectolitre de grain ou d'autres éléments. En 1863, une évolution importante. Jusqu'à présent, et depuis 1816, nous avions une parution hebdomadaire. Et à partir de 1863, la parution va devenir bi-hebdomadaire. Parution le mercredi et parution le samedi. Et l'abonnement qui était à 9 francs à l'époque va passer à 14 francs. Vers la fin du Second Empire, donc on a une loi en mars 1868 qui va amorcer une libéralisation de la presse, réduction du droit de timbre, suppression de l'autorisation préalable, suppression du système des avertissements, et au plébiscite de 1870, le journal de Coutances appelle à voter oui, donc reste toujours dans les pas du pouvoir politique. À la fin du Second Empire, nous avons 13 journaux politiques dans la Manche. Il y en a 3 à Cherbourg, 2 à Valogne, 2 à Saint-Lô, 1 à Coutances, 1 à Avranches et 2 à Mortain. On a là, en février 1871, un article qui est peut-être de Dérault par rapport aux élections à venir, où il nous dit « Mercredi prochain, nos concitoyens vont être appelés à exercer l'un des actes les plus importants de la vie politique en procédant à la nomination des 11 membres que le département de la Manche enverra à l'Assemblée nationale qui sera chargée de traiter avec nos ennemis des conditions de la paix. Nous n'indiquerons aucun choix aux électeurs, la plus grande liberté devant régner dans l'élection. C'est à eux d'ailleurs à se renseigner sur le mérite des candidats qui briguent leur suffrage. Toutefois, nous croyons exprimer l'opinion générale en disant qu'il ne faut pas de députés voulant la paix à tout prix, ou bien la guerre à outrance, la guerre jusqu'à complet épuisement, selon les expressions de M. Gambetta. Mais il nous faut des hommes qui veulent une paix honorable, laissant la France entière et maîtresse d'elle-même, des hommes qui dotent le pays d'institutions aussi libérales que possible, tout en donnant au pouvoir constitué assez de force pour réprimer les excès et assurer le respect des lois, des personnes et des propriétés. On ne donne pas d'avis, mais voyez, on est quand même influent. On a un autre édito de Dérault à la fin de la Commune, je ne vais pas le lire.
Et à partir de 1871, on va avoir de plus en plus de petits encarts publicitaires qui sont souvent intégrés dans le corps des articles. On va également avoir les horaires de chemin de fer qui sont notés chaque semaine en dernière page. Et on a une évolution du sous-titre qui devient judiciaire, commercial, littéraire, etc. Et là, vous voyez, on est passé à une mise en page sur 4 colonnes et on va même aller jusqu'à 6 colonnes. 5 colonnes, pas. Et donc là, on va trouver ce qu'on appellera des bulletins commerciaux, les chemins de fer qui sont regroupés, comme on l'a vu, en dernière page. Le dernier numéro du siècle, c'est le numéro 104 en 1899, numéro daté du 30 décembre. Et dans ce numéro, les grandes rubriques qu'on va y trouver, les bulletins, feuilletons, informations, petites nouvelles, chroniques religieuses, Normandie, dernière heure, faits divers, dernières nouvelles, annonces judiciaires légales, réclames, rubriques commerciales, horaires des trains. Alors, nous l'avons vu sur notre schéma tout à l'heure, il y a une éclosion des journaux cotensin entre 1870 et 1899. Mais peu de ces journaux vont avoir une durée de vie longue. Au début de la Troisième République, entre septembre et décembre 70, on libéralise. Suppression du droit de timbre, suppression du cautionnement, tous les journaux peuvent parler de politique, interdiction au préfet de répartir la manne des annonces judiciaires et légales, et les délits de presse retournent devant des jurys populaires. Et le brevet d'imprimeur est supprimé. Alors ça, c'est important parce que c'était ce brevet d'imprimeur qui avait été créé au début de la Restauration, était obligatoire pour que quelqu'un puisse s'installer comme imprimeur, et comme ce sont les imprimeurs qui produisaient, qui imprimaient les journaux, eh bien, si on n'avait pas ce brevet, on ne pouvait pas imprimer de journaux. Et donc là, on libéralise en disant, ce brevet n'est plus obligatoire, vous pouvez très bien être imprimeur et imprimer un journal sans avoir ce brevet d'imprimeur. Et à partir de juillet 71, on va resserrer la vis. On remet en vigueur le cautionnement, on a une taxe sur le papier journal, et Thiers donne des instructions au préfet. Il dit « tolérance pour les journaux modérés et répression sans faiblesse pour les plus avancés ». Donc entendez les plus avancés, ceux qui ont des idées trop à gauche. Quelques-uns de ces journaux qui vont fleurir à Coutances, donc entre 1870 et 1873, on a l'Indépendant de la Manche. C'est un journal qui était pro-Thiers, donc il va durer 3 ans. L'Indépendant de la Manche, dernier numéro donc, de ce journal en juin 1873. Là, toujours dans ce dernier numéro, on annonce qu'on va cesser de paraître. Ceux de nos abonnés qui désirent recevoir un autre journal du département en place de l'Indépendant, pendant le temps que leur abonnement a à courir encore, sont priés de nous écrire à ce sujet. Adressons la même prière à ceux qui préfèrent être remboursés. On a un journal qui va s'appeler La Manche, de 1872 à 1875, et qui était de fibre bonapartiste. On a un journal qui va s'appeler Le Moniteur de la Manche, qui va paraître entre 1877 et 1880, qui va couvrir les arrondissements de Saint-Lô et de Coutances. On va dire que c'est un journal conservateur, pro-Thiers, pro-MacMahon.
Il va y avoir dans ce moniteur une disparition du sous-titre, hein, Journal des arrondissements de Saint-Lô et Coutances. Et ce journal va s'appeler ensuite Courrier de la Manche. Alors le grand événement qui va marquer la fin du siècle, c'est la loi du 29 juillet 1881, loi d'affranchissement et de liberté de la presse. Et cette loi est considérée à l'époque, au niveau mondial, comme la plus libérale. Elle nous dit notamment pas d'autorisation préalable, pas de cautionnement, rétrécissement du délit de presse, et ça va générer donc la parution de nouveaux titres. Là, vous avez le Républicain entre 1883 et 1893. Vous avez le Petit Manchot, journal radical de gauche qui va paraître à partir de 88 et qui va, avec des interruptions, être édité jusqu'en 1905. Et ce Petit Manchot, là c'est peut-être pas très lisible à l'écran, il fait sa promotion, il dit notamment pour des lecteurs, si vous avez besoin par exemple de conseils juridiques, etc., contactez-nous, on vous aidera. Toujours pareil, là ils font, vous voyez, conseils gratuits. Et ici, futur gérant du Petit Manchot, c'est quelqu'un qui va être candidat républicain radical aux élections, c'est Charles Dubreuil, ancien magistrat. Parmi les autres titres, nous avons l'Union républicaine de 94, février 94 à juin 94, donc ça dure très peu de temps. L'Écho coutançais, juin 94 à juillet 99. Coutainville-Plage, Petit Coutançais, 1894-1898. Et là, vous voyez, vous avez des publicités en lien notamment avec l'activité balnéaire, touristique. Ici, une annonce du Petit Coutançais après les vacances d'été. Vous voyez, on est en septembre 1897. Aussitôt la saison balnéaire terminée, c'est-à-dire fin septembre, notre journal changera de titre et s'appellera le Petit Coutançais, organe des intérêts de la ville, de la région et de Coutainville-Plage. Cette transformation, qui ne modifiera en rien notre ligne de conduite, s'imposait. Et puis on aura en 98, ça s'était arrêté en 97, une annonce du retour du Petit Coutançais. Et puis là, un journal, version locale, c'est la Croix de Coutances et de Saint-Lô, sachant qu'on a bien sûr une édition de la Croix qui est nationale. Journal à l'époque très engagé politiquement, et notamment, quand on regarde les articles qui sont publiés, une dimension antisémite très prononcée. Vous voyez, Français et Juifs en France, dans la Croix de Paris du 25 décembre, on lit l'entrefilet suivant. En France, 3 places d'auditeurs étaient libres au Conseil d'État ces jours derniers, et voilà qu'on vient de nommer 2 Juifs pour ces grâces sinécures, messieurs Cahen et Albonner. Et puis un journal qui va lui durer assez longtemps, c'est le Gars normand, qui s'appelait aussi en sous-titre L'avenir de Coutances et de l'arrondissement. Vous voyez, il va durer de 1898 à 1941. Donc voilà cette aventure de la presse coutançaise au XIXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ce qu'on peut dire, c'est que le XIXe siècle a vu, à partir notamment des années 1815, 1816, 1820, le développement de ce que l'on a appelé une presse d'arrondissement.
L'aire de diffusion de journaux comme le journal de Coutances, c'était essentiellement l'arrondissement de rattachement, donc l'arrondissement de Coutances. Au début, c'est une presse d'annonces légale, de réclame, et progressivement, notamment à partir des années 1830-1840, va se développer une dimension informative, locale et régionale, mais sans toucher à la prise de position politique. Ce n'est qu'à partir de la loi de 1881 qu'on verra naître une véritable liberté d'expression et un nouveau foisonnement des titres, un peu comme on l'avait vu au moment de la Révolution. Beaucoup de ces titres auront une durée de vie éphémère, nous l'avons vu en regardant leur date de publication, car sur le plan économique, ils n'auront ni un lectorat suffisant, ni la capacité d'attirer les ressources publicitaires significatives. Le journal de Coutances, donc, qui va exister jusqu'en 1944, restera au niveau de l'arrondissement celui qui va vraiment drainer de manière significative les ressources publicitaires. Alors ce journal de Coutances, il va mal finir. Il va s'arrêter en 1944. On va lui demander de s'arrêter parce qu'à partir des années 1941-1942, eh bien, il va verser dans la collaboration. Et quand on regarde certains des articles qui sont publiés dans cette période, eh bien, il y a là une prise de position très nette en faveur de la collaboration. Donc, le journal de Coutances fera partie des titres, ils sont nombreux au niveau national, qui vont être interdits de publication pour fait de collaboration. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans notre département, des journaux qui fonctionnent bien aujourd'hui, je pense par exemple à la Manche Libre, ils ont repris finalement le principe développé par le journal de Coutances, c'est-à-dire peu d'informations politiques nationales ou régionales, mais axé essentiellement sur les informations locales. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux personnes. On retrouve ça également en partie avec Ouest-France, où vous avez des pages d'informations politiques nationales et régionales, mais aussi beaucoup de pages d'informations locales. Même chose pour la presse de la Manche. Donc, le journal de Coutances avait bien compris que ce qui intéressait les lecteurs, c'était vraiment l'information locale. Et ça, c'est repris donc par ces titres qui existent encore aujourd'hui. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence et votre attention.